Bonsoir. Merci pour l'association Captain Baye qui me permet de dire quelque chose parce que mon témoignage aujourd'hui, je n'ai jamais partagé plus que des personnes, bien quelques personnes de ma famille. Et puis aujourd'hui, j'ai vraiment un plaisir de vous raconter mon histoire qui est douloureuse et puis qui a en même temps aussi l'espoir et puis qui témoigne beaucoup d'amour et puis de solidarité entre chaque individu. Moi, ce que je vais vous raconter comme notre histoire, c'est on est des cinq frères et sœurs. Et puis j'avais 14 ans pendant le génocide du Rwanda. L'histoire que je vais vous raconter, c'est avec mes yeux d'un enfant de 14 ans. Je n'étais pas là pour me battre contre la guerre ou bien faire une sorte d'héroïsme, pas possible. Ce n'était pas à mon pouvoir, j'attends. Mais pendant la guerre, il s'est passé quelque chose d'incroyable par rapport à ma petite sœur. On était déjà orphelins. On n'avait plus de papa, on n'avait plus de maman. Mais on vivait chez notre grand-père, qui était âgé à peu près de 70 ans. Et puis c'était quelqu'un qui était connu au village comme discret. Il ne racontait pas trop sa vie. Et il vivait tranquillement, souvent assis sur sa petite tabouret, et puis qui regardait si à tous les enfants, ils font son travail, si tout se passe bien dans sa cour. Et puis, petit à petit, on vivait comme tout le monde. Moi, j'étais à l'école. Et puis, quand la guerre a éclaté, c'était mes vacances de Pâques, comme chaque vacances, on va dans nos familles. Parce que j'étais à l'internat. Moi, j'étais admise pour faire l'école, pour venir institutrice. Et puis, on reste là pendant 3 mois. Et puis, au bout de 3 mois, on part en vacances dans nos familles. Et puis à ce moment-là, c'était nos vacances de Pâques. Et puis ça nous a tombé dessus, on ne sait pas comment ça a commencé. Personnellement, en tant qu'enfant de 14 ans, je ne sais pas qui a déclenché ça, qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai vu, c'est seulement que le jour au lendemain, nos voisins, ce n'étaient plus nos voisins. Et les gens qu'on connaissait, qu'on voyait dans la rue, qu'on disait bonjour, ils étaient venus comme des monstres. Il n'y avait plus les yeux d'humains. C'était comme si c'était une meute de nous. C'était plus... Je ne peux pas vous dire quelle image que j'ai vue à ce moment-là. Et puis la seule chose qui nous a sauvé la vie, c'est qu'on vivait chez notre grand-papa et puis que personne ne savait qu'on était Tutsis. Il n'y a personne au village à part les gens de la famille. Et puis, il y en a un oncle à nous qui savait, qui nous a trahis, qui a dit les autres, ces enfants-là, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, mais on sait que leur père, il est Tutsi. Il ne faut pas les laisser vivre. Et puis, heureusement, il n'y a personne qui allait dans ce sens-là, à ce moment-là. Et puis on a été premièrement sauvés par grâce à ça, la discrétion, et puis le fait que personne ne savait comment qu'on était réellement. Ensuite, pendant ce temps-là, il y a les papiers de notre petite sœur Lina qui étaient prêts parce que nous avions notre tante qui habitait ici en Suisse, qui était mariée à Tramelon avec M. Vimier. Et puis cette tante, j'avais entendu parler de notre mère à ta vivant, que nous avons une tante qui habite en Suisse, qui a les enfants, etc. Et puis moi, je ne savais pas du tout c'était la Suisse. Je disais, ok, j'ai une tante, elle s'appelle Léoncie. Et puis cette tante-là, elle avait entrepris les démarches avec une de ses amies pour trouver une famille d'adoption pour notre petite sœur qui se trouve aujourd'hui ici. Et puis, en discutant, une de ses amies qui s'appelait Danielle Brugère, elle lui a dit, attendez, je connais un couple en Suisse, tout près de chez moi, qui aimerait bien adopter un enfant. Je vais les en parler, puis on verra.
Et puis effectivement, il y a un couple qui s'appelle Sarah Paolo Regenzi, qui sont là ce soir, qui a adopté notre petite sœur. Et puis ils ont entrepris une démarche qui a duré longtemps, je suppose, et pour obtenir les papiers nécessaires pour adopter notre dernier aîné, notre cadet. Et puis à ce moment-là, pendant la guerre, pendant tous ces génocides, pendant que le monde déchaînait autour de nous, les papiers de notre sœur, son avenir, tout était prêt, mais on ne savait pas comment elle allait partir, on ne savait rien du tout. On disait, mais comment on va faire? On doit se cacher chez notre grand-père, on ne sait pas jusqu'à quand. Mon frère et soeur, ils se cachaient dans la forêt parce qu'ils s'occupaient des animaux de notre grand-papa. Et puis nous, on se cachait aussi dans le village. Et puis il y a une de ceux qui allait aussi chez une tante qui habitait loin de là. On était tous par pied. Mais la petite Lina, elle était à la maison avec moi ce jour-là, qui a fait qu'il y a un monsieur qui est venu au village. Ça se passe souvent bouche à l'oreille. Hein. C'est comme quand il y a quelqu'un qui attendait quelque chose, il raconte à tout le monde. Il y a quelqu'un, il y a un blanc qui cherche ta sœur pour l'amener en Iburaï, c'est comme on dit en Europe. On dit, mais il est en ville, il faut quelqu'un pour amener cette petite en ville pour le trouver, ce monsieur. Du coup, comme moi j'étais à la maison, notre grand-père il m'a désigné pour amener ma petite sœur en ville pour trouver ce monsieur en Muzungu. Muzungu, c'était un blanc, on dit chez moi, qui est censé sauver ma petite sœur pour l'amener dans sa famille d'adoption. Bon, du coup, moi, à 14 ans, je n'ai pas une notion de me dire je vais mourir, vont me tuer, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans. Non, je n'ai pas réfléchi, absolument pas. Ils m'ont dit amener ma sœur, j'ai pris ma sœur dans mes bras. Et elle ne pesait pas lourd, je vous assure. Par contre, j'ai fait je sais pas, au moins 20 kilomètres avec elle dans les bras, mais je n'étais pas fatiguée. Mais la seule chose que j'avais surtout peur et puis j'avais faim. On a marché jusqu'en ville, on passait dans les barrières. Je vous raconte tout ça, j'avais tout noté, mais je préfère vous raconter comme ça. On passait des barrières et nous arrêtait. Chaque fois qu'on m'arrêtait, j'ai raconté cette histoire. J'amène ma petite sœur, il y a un blanc qui vient le chercher pour l'amener en Europe, il va être adopté par une famille. Il me regardait pour me dire, mais elle est venue folle. Et puis j'étais tellement toute maigre, et puis ma petite sœur, elle était tellement sale, et puis toute maigre, avec un gros petit bidon, les cheveux tout jaunâtres, et de malnutrition, comme vous voyez à la télé, hein, c'était pareil. Hein. Et il me regardait, soit je l'ai suscité la pitié, ou bien me prenait pour une folle qui va se faire tuer un peu plus tard. Il me voyait vraiment avec comme un mépris pour dire, ça ne sert à rien, il me laissait passer. En tout cas, c'est ce que je voyais dans le regard. Chaque barrière, je passais, je disais tout le temps la vérité. Et à notre barrière, vous êtes Tutsi. Ah non, moi je ne suis pas Tutsi, je suis Hutu. J'amène ma petite sœur. Et la seule chose que j'ai menté là-dessus, c'est que je disais que j'étais Hutu, que je n'étais pas Tutsi. Hein. Parce que j'étais Tutsi, c'est ce que là, c'était peut-être une autre sauce. Hein. Et puis jusqu'à la dernière barrière, où j'ai eu vraiment des soucis avec, à ce moment-là, avec ma petite sœur, ils ne voulaient pas nous laisser passer. Ils disaient non, toi, tu fais une diversion, tu es sur kamikaze, tu caches des bombes, avec le bébé là dans tes bras, tu vas communiquer avec les ennemis, ce n'est pas possible. Du coup, j'ai dit, mais accompagnez-moi en ville, venez, je vais vous montrer qu'il y a quelqu'un qui attend pour récupérer notre petite sœur. Ils n'ont pas lâché, du coup, ils m'ont accompagné jusqu'à devant le portail d'une dame qui connaissait la famille, qui avait le contact avec les papiers d'adoption de notre sœur. Puis j'ai dit, mais allez-y là-bas, ils connaissent l'histoire que je vais vous raconter. Quand ils arrivaient au portail, ils n'étaient plus là, ils étaient réfugiés, ils n'étaient plus là parce qu'ils avaient peur qu'ils se fassent tuer. Il restait seulement des domestiques. Et puis, une des domestiques qu'ils avaient, elle s'appelait Francine.
Elle a pu nous sauver la vie parce qu'elle a tout simplement dit, laissez ces enfants tranquilles, je les connais, laissez-les entrer. Ils nous a laissé entrer, il a fermé leur portail, et puis les autres sont restés, ils attendaient là avec leurs machettes et puis leurs machins, et puis il n'a jamais ouvert le portail. Et puis c'est la première personne qui nous a sauvé la vie, moi et puis ma petite sœur. C'était une Francine, et puis j'ai eu l'occasion de la rencontrer en 1999, quand je suis tournée au Rwanda. Elle était mariée avec un militaire, et elle est vivante, et puis va bien, j'ai pu lui dire merci. Et puis à ce moment-là, on était dans cette maison. Elle a pu téléphoner parce qu'en ville, ils avaient les téléphones. Moi, dans mon village, je n'avais jamais vu les téléphones. Et elle avait un téléphone, elle a téléphoné un contact qu'il avait au couvent, un centre de couvent qui se trouvait en ville, en face de l'église à Boutaré. Et puis il y a une bonne sœur qui est venue dans une petite Jeep, une sœur blanche qui s'appelait Marie. Elle est venue dans sa Jeep là et s'arrêtait devant le portail. Il a dit, mais entrez, entrez. Comment elle a communiqué avec elle, j'ai aucune idée, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. J'étais trop jeune pour comprendre tout ce qu'ils se disaient, comment ils ont pu communiquer pour savoir où ils nous trouvaient. Et puis elle nous a pris dans le Jeep, moi et puis ma petite sœur, et puis nous a amenés dans le couvent, dans le couvent justement qui se trouvait en face de l'église, en face du groupe de l'école l'agriculture du Rwanda, qui existe toujours au centre-ville de Boutaré. On a été cachés là-bas au couvent pendant une semaine, en attendant ce fameux monsieur blanc, en Muzungu, qui va amener ma petite sœur, qui va sauver ma petite sœur et puis l'amener vers sa famille qui l'attendait en Suisse. Au bout d'une semaine, on se cachait tout le temps dans cette chambre où il y avait les autres personnes aussi qui étaient là. Ils partaient un après l'autre, on ne savait pas où ils allaient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on était tous dans le même bateau, on était tous cachés dans cette chambre où il y avait qu'une fenêtre. Et puis de temps en temps, on entendait les bruits déjà qui passaient. On savait qu'il ne fallait pas dire un mot, qu'il ne fallait rien faire. On faisait nos besoins là, on ne sortait jamais dans cette pièce. Et puis même qu'elle avait 2 ans, ma petite sœur, elle était mais bouche cousue. Elle ne disait pas un mot, et elle pleurait pas, me disait, mais pourquoi on est tout seul? Ils sont les autres. Je disais, mais ils sont à la maison, t'inquiète pas, tu es avec moi. J'essaie de la rassurer, mais elle ne s'enfolait pas pour pas qu'on se fasse, comme si elle avait compris l'enjeu, qu'est-ce qui nous attendait dehors. Et puis monsieur Alexis Briquet, qui se trouve ce soir, c'est mon 2e héros, notre 2e héros. Il est venu dans ce bus. Je ne sais pas quel jour il était, si c'était mardi ou bien mercredi, je ne sais rien. Il était venu, ils ont dit, il y a une autre bonne sœur qui est venue nous chercher dans cette pièce. La sœur Marie, on ne l'a plus vue. Elle nous a pris ce jour-là, on ne l'a plus vue. C'était une autre sœur qui nous a amenés vers M. Briquet, au centre du marché. C'est là où on devait le trouver, M. Briquet, dans son bus, parce que M. Briquet, il travaillait aux Terres des Hommes. Et puis, il était en contact avec les parents d'adoption de ma petite sœur Lina, qui se trouvait en Suisse. Et c'est comme ça que M. Briquet, il a pu avoir le contact avec ma petite sœur. Et puis, il est venu la récupérer dans ce bus où il y avait aussi beaucoup de gens qui l'avaient sauvé aussi, je suppose, parce qu'ils étaient tous dans le même bus. Et puis, il me dit, mais donne-moi ta sœur, maintenant j'ai tout pour elle, t'inquiète pas, je l'amène dans sa famille où elle va être très bien. C'est comme s'il n'avait même pas besoin de me dire qu'elle ne va pas être... Je savais que ma sœur, elle était sauvée. C'est comme si c'était un 6e sens. Il a suffi qu'il y a une dame qui avait un petit biscuit dans le bus, mais c'est juste sauté dessus cette dame. Et puis c'était la dernière fois que j'ai vu ma petite sœur Lina. Elle est partie comme ça au milieu du centre du marché de Boutaré. Et puis moi, la sœur qui m'avait accompagnée avec elle, il m'a ramenée en arrière vers le couvent. Et puis je ne sais pas où on a trouvé un autre contact. Et les choses se passaient vite pendant la guerre. Hein. Et puis moi, je ne connaissais pas trop qui contactait qui. Cette sœur-là, elle m'a amenée vers
les enfants de la Croix-Rouge belge. C'était les enfants qu'on appelait les enfants non accompagnés. C'était tous des enfants orphelins, en fait, comme moi. Et puis cette sœur-là, il y a un sixième sens de ne pas me laisser là ou bien me renvoyer chez moi. Parce qu'il m'aurait envoyé chez moi, au village, je serais de toute façon tournée au village. Parce que je connaissais personne dans cette ville. J'avais fini ma mission de donner ma petite sœur à M. Briquet. Je n'avais plus rien à faire là. Et puis cette sœur-là, elle m'a sauvé la vie parce qu'il m'a mis dans son centre où il y avait des milliers d'enfants qui avaient quitté Kigali. Ils faisaient partie de la Croix-Rouge. C'était aussi les orphelins qui faisaient partie de la Croix-Rouge belge, qui partaient, qui quittaient le pays. Et puis comme ils quittaient le pays, puis ils passaient à Boutaré, où j'habitais ma ville la plus proche, cette Boutaré, c'est à la frontière de Burundi. Et puis tous les gens qui allaient à Burundi, ils étaient forcément obligés de passer dans cette ville. Et puis cette sœur m'a mis dans son couvent, dans le monde où il y avait tous les autres enfants. Et puis après, on a été déplacés par les Terres des Hommes, les ONG. Il y avait la Croix-Rouge belge. Il y avait le CICR aussi qui était là. C'est eux qui nous évacuaient dans l'endroit où on était tous protégés par eux pour nous faire quitter le Rwanda. Et puis, on a passé la frontière sur 2 jours parce qu'on était beaucoup d'enfants, c'était plein de camions, on ne voyait pas les extérieurs. Hein. On était tous remplis dans les camions bâchés. Alors, je ne voyais pas trop où j'allais, mais vous savez qu'on quittait en tout cas la guerre, que si on quittait la frontière, qu'on était sauvés pour de bon. On attendait tous qu'ils nous disent, vous avez quitté la frontière. Et puis, au bout de 2 jours, on avait quitté le Rwanda. Certains enfants, il y en a malheureusement ceux qui ont resté à la frontière, qui n'ont pas pu passer, parce qu'il y avait toujours les méchants soldats, les Hutus, qui les triaient au fur et à mesure. Soit c'est des enfants qui étaient connus, ou bien, je ne sais pas à mon âge qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a des enfants qui ont resté là. Et puis, je n'ai jamais su les reçus, ou qu'est-ce qui s'est devenu mal. Je ne le saurais jamais. Et puis, j'ai quitté comme ça le Rwanda. Et puis quand on a quitté le Rwanda, on s'est trouvé au Burundi, où on n'a pas pu rester au Burundi. On nous a déplacés au bout de quelques jours dans un camp qui s'appelle Katana, dans un camp qui s'est trouvé au Zaïre. On a traversé le Burundi, et puis le Zaïre, c'est un grand pays. On a roulé, je pense, pour quelques jours pour arriver de l'autre côté au Zaïre, au bord du lac Kivu. Et puis là, les ONG, la Terre des Hommes, le HCR, tout, il n'y a qu'eux et puis les bénévoles du pays qui étaient sur place, qui nous ont construit des tentes, qui étaient là pour nous donner à manger sur le moment des biscuits. Il n'y avait que des biscuits et puis des bouteilles d'eau. Et puis ils nous ont distribué les couvertures pour qu'on puisse, en tout cas, à ce moment-là, se reposer. Et parce qu'on était malades, on vomissait, les autres n'étaient pas très bien. Et il faut dire que moi, qui avais l'âge de 14 ans, j'étais parmi les plus âgés. Si vous imaginez, il y avait des nourrissons, des bébés, il y avait toutes sortes d'âges, des gamins et qui ne savent pas qu'est-ce qui les arrive. Certains qui étaient... Oui, un vrai cauchemar, un vrai cauchemar. Et puis là-bas, j'ai vécu presque 2 ans dans ce camp. J'avais les nouvelles de personne. Tout ce que je savais seulement que ma sœur est partie en Suisse et puis qu'elle a trouvé sa famille bien-aimée puis qu'elle va bien. Et puis c'est tout ce que j'ai gardé dans ma tête. Et puis les autres, j'avais plus de nouvelles de mes frères et sœurs, j'avais plus de nouvelles de qui que ce soit. C'est l'organisation suisse de Genève, qui est de la Croix-Rouge, qui s'occupait de nous pour faire ce qu'on appelle, j'ai ici le papier pour faire la recherche de famille. Comme ma recherche, on devait écrire, je m'appelle tel, je connais quelqu'un qui habite là, et puis devait faire des recherches pour trouver quelqu'un qui nous connaîtra, ça soit un cousin, ça soit une tante, ça soit n'importe qui saura qui je suis. Et puis moi, un jour, un miracle s'est produit, c'est qu'il y a un de la famille de ma sœur
qui est le papa à sa maman, ma petite sœur d'adoption en Suisse, qui était journaliste à l'époque. Malheureusement, il est décédé il y a 2 ans, qu'il se repose en paix, parce que c'est mon 3e héros. Et lui, il était journaliste du matin, et puis sur son congé sympathique, il pouvait choisir où il voulait faire une émission humanitaire. Il a choisi faire la radio pour les réfugiés du Rwanda. Et puis quand il est parti là-bas, il savait que je me trouvais dans un camp au Zaïre, mais il ne savait pas laquelle. Mais quand il est arrivé sur place, il avait un des collègues pour le donner un coup de main qui s'appelait Philippe. Et puis avec son collègue, ils ont cherché mon camp des enfants non accompagnés. Et puis il a pu me trouver en Monsieur Yvan, qui est le grand-papa de ma petite sœur Lina, qui est là ce soir. Et puis son grand monsieur, il a fait je ne sais pas combien de trajets, il a fait combien de visites des camps de réfugiés pour trouver sa grande sœur Lina, parce que ça l'avait touché mon histoire, de dire que j'ai donné ma sœur et puis que je me trouvais quelque part attaquée à d'autres, toute seule, sans personne. Et puis il voulait savoir qu'est-ce que je suis devenue. Ouais. Et puis, en grande surprise, il m'attendait. Un jour, ils m'ont dit, il y a un blanc qui te cherche, Moukanda, il y a un blanc qui te cherche. Je dis, mais ça fait 2 ans, je n'ai plus de nouvelles de personne, et puis c'est un blanc qui me cherche. C'est quoi ça? C'est pas normal. Ouais, ben, du coup, c'est mon 3e héros. Et puis, il est venu, et puis c'est lui qui m'a trouvé là. Et puis, grâce à lui, ensuite, ils ont pu parler leurs amis qui se trouvent en Suisse aussi. C'est comme une chaîne, justement, je vous dis, c'est une chaîne de bonheur. Et ils ont parlé comme ça autour d'une table. Leurs amis, ils ont dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, cette jeune adolescente? Elle est où maintenant aujourd'hui? Ah, elle est toujours dans son camp de réfugiés. Des enfants l'ont accompagnée, Katana. Et puis cette famille, qui s'appelle cette famille Miller, ils disent, mais c'est pas possible de laisser un adolescent toute seule dans un camp de réfugiés Katana, au milieu de nulle part, sans personne. Oui, une sorte de générosité, aussi de pitié, ou bien tout simplement de l'amour de chacun. Ils ont décidé de m'accueillir chez eux. C'était aussi mes 4e héros de ma vie. Ils ne sont pas là ce soir, mais c'est déjà merveilleux. Et puis ils m'ont accueilli, puis c'est comme ça que je suis ici en Suisse aujourd'hui. Et puis que je suis avec ma petite sœur que j'ai trouvée, que je suis avec moi. Ouais. Après, on a demandé le groupement familial. Maintenant, nous, tous les 5 enfants, on est tous en Suisse. On n'habite pas loin des uns des autres. Malgré qu'on a vécu des atrocités que je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Mais on a été sauvés grâce aux altruisme, grâce à l'amour de chacun. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, je vous remercie.